bienvenue à tous pour ce café photo numéro 3 exceptionnel. Comme d'habitude, j'ai des invités exceptionnels. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec nous Sarah Bouillot. Donc, bien évidemment, que des membres de Hans Lucas. Vous le savez, café photo numéro 3, c'est l'émission de photos qui parle de photos avec les membres de Hans Lucas pour vous montrer un petit peu qui se cache derrière l'appareil photo. Donc, aujourd'hui, je reviens. J'ai Sarah Bouillot avec moi. Merci, Sarah. Bonjour, merci à toi. Et le grand, l'immense Patrick Cockpit, renommé aujourd'hui Frideby pour l'occasion. Bon, tu vas nous expliquer ça juste après. Donc, café photo, on est ensemble pendant 45 minutes, 50 minutes à peu près. On n'est pas non plus à la minute. Pour parler donc de vos travaux, on va diffuser on va essayer de diffuser plusieurs séries parce qu'on a, je pense, plein de choses à dire aujourd'hui encore de Sarah et de Patrick. Et derrière, il y aura un débat d'une dizaine de minutes, un quart d'heure sur comment exister et vendre des photos lorsqu'on a un travail plutôt créatif, plasticien. C'est ça, ça vous va comme définition? Moi, j'aime pas trop forcément la définition photo créatif, ça veut un peu tout dire et rien dire. Mais voilà, donc on va parler un petit peu de ça, c'est-à-dire les gens qui ont des travaux peut-être un petit peu moins classiques, moins documentaires, moins habituels de ce qu'on voit partout dans les magazines et dans la presse. Comment vous faites pour exister, gagner des sous? Est-ce que c'est le cas ou pas? Voilà, ça va être un peu ça l'idée du débat. Pour commencer, Sarah, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton projet? Donc, Sarah Bouillot, voilà, je suis membre d'Hans Lucas depuis 2015. Voilà, j'habite en région parisienne. J'ai une formation de photographe. J'avais fait l'école Icare Photo et le lycée Brassailles. Et ben voilà, ça existe encore quand même, parce qu'on m'a déjà dit, dans les cafés photo, tu fais parler que des gens qui n'ont pas fait des études photo, c'est parce que toi, entre guillemets, tu es autodidacte, tu fais parler que les autodidactes, etc. Et ben non, voilà. Donc voilà, non, j'ai une formation de photo. Et peu à peu, on va dire, je me suis un peu spécialisée dans le photomontage et le collage. Voilà, donc dans ma pratique, on va dire, alimentaire, je travaille pour la presse. Enfin, la plupart du temps, voilà, je fais Pas mal de commandes, ouais. commandes, voilà. Et à côté, je vends des archives également, mais on en reparlera plus tard. Et à côté de ça, je fais aussi mes projets perso, plutôt en noir et blanc pour le coup, et un peu plus créatif encore. Ça, on va voir un petit peu tout ça, tous tes projets, Odyssea. Alors, je ne sais pas si on dit Odyssey, Odyssea. Odyssea, c'est la version italienne de. Voilà, Odyssea notamment. Enfin voilà, le voyage fantastique aussi. On va voir un peu tout ça. Il y a des choses qui ont déjà été postées sur les réseaux sociaux de Hans Lucas. Si ceux qui sont un petit peu curieux, vous pouvez aller scroller. Ça avait plutôt bien marché. Et toi, du coup, Patrick, est-ce que tu peux te présenter? Patrick, 25 ans, célibataire. C'est ça. Là, je te laisse te présenter. 2 heures de salle quotidienne, bien sûr. Évidemment. Principalement. Là, je rebondis juste avant de répondre à la question sur ce que disait Sarah, sur le fait notamment qu'elle avait fait le lycée Brassailles. Je précise que le lycée Brassailles, comme Sarah le sait certainement, et comme les gens de Hans Lucas ne le savent peut-être pas forcément, sur décision unilatérale de Valérie Pécresse, les lycées professionnels sont menacés. Voire de suppression pure et dure. Et le lycée Brassailles de Sarah, oui, je sais, j'ai vu que Hans Lucas avait signé la pétition. Et en fait, comme beaucoup de pétitions, hélas, ça ne sert pas à grand-chose, et le lycée va effectivement disparaître. Il va être dilué dans un autre lycée qui est un petit peu plus loin. Et donc, ces formations-là qui sont hyper importantes parce que ça permet à des gamins qui sont pas forcément à l'aise dans l'enseignement classique de faire une orientation qui les dirige vers un bac pro et qui ensuite leur permet de faire autre chose. Certains deviennent photographes, d'autres font encore d'autres trucs, mais ça m'a permis, moi, personnellement, de rencontrer beaucoup de gens qui étaient issus de ces formations-là, et à chaque fois, c'est des gens qui sont impliqués dans la photo et qui sont bien, et voir que ce lycée disparaisse, moi, ça me... Alors est-ce que tu peux... Tiens, c'est très, très mal au cœur. C'était pas prévu qu'on parle de ça, mais c'est bien qu'on parle parce que justement, nous, on a un jeune sur le tournage sur lequel je bosse en ce moment, pareil, qui est du lycée Brassailles, qui fait partie des derniers, en gros, formés là, avant qu'il change le truc, qui est un jeune qui est super, comme tu dis, enfin vraiment, qui est nickel. Est-ce que tu peux expliquer un peu quel sera l'impact concret de cette dilution? Parce que les gens se rendent pas forcément compte quand on dit, ouais, le lycée Brassailles va être dilué, on va dire, ouais, bon, en fait, ça change de nom, ou ça va être ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est quoi? C'est des cours qui vont être supprimés? Ça va être une formation moins spécialisée? C'est ça. C'est ça. Et puis au-delà du cas du lycée Brassailles, c'est aussi un problème par rapport à l'enseignement professionnel
qui est actuellement passé sous le tapis. Moi, je suis absolument consterné que le ministre de l'Éducation ait pas un mot pour ça. Il en a tout simplement jamais parlé. Ça me sidère. Et actuellement, donc dans le cas précis du lycée Brassailles, effectivement, les élèves vont être dispatchés dans un autre lycée qui n'est pas très content parce qu'ils auront moins d'espace. Donc la formation est littéralement divisée par deux. Il y a des professeurs qui sont pas exactement titulaires, mais qui travaillent depuis des années, pour certains 8, 9, 10 ans, qui sont littéralement remerciés. Donc salut, au revoir. Sachant que c'est assez violent, puisqu'on leur a expliqué que officiellement il n'y avait pas de rentrée pour eux en septembre. Là, tout récemment, il y a quelques jours. Donc tu vois, on t'annonce bonjour, dans 6 mois t'es viré. Salut. Super. Et pour la photographie au sens large, chaque année, le lycée Brassailles, Sarah le sait mieux que moi, mais c'est 20-30 élèves qui ont un bac professionnel photographie, qui ensuite, pour certains, se lancent dans la photo directement, comme photographe, comme vidéaste, et pour d'autres, reprennent des études sur une filière plus longue. Certains vont faire le lycée Renoir, qui propose un BTS photographie, d'autres font d'autres trucs. Enfin, en tout cas, ce sont des gens qui ont une formation à l'image, qui travaillent beaucoup dans les labos, dans les studios, et qui sont, à mon sens, nécessaires pour faire vivre la photographie en France. Et en fait, on peut pas se réjouir et même, ne pas s'inquiéter du fait que chaque année, on va avoir 30 personnes de moins pour faire vivre la photographie. Quand tu fermes une formation, pour une profession derrière, c'est une catastrophe. Et ça correspond aussi au fait que la photographie, d'une façon générale, n'a rigoureusement aucun intérêt pour tous les ministères, que ce soit le ministère de l'Éducation ou le ministère de la Culture. C'est toujours un secteur d'activité qui est soit ignoré, soit méprisé dans le pire des cas. Soit utilisé quand on en a besoin. Voilà. Alors, merci. C'est très triste. Ouais, c'est super triste. C'était pas prévu qu'on en parle, mais d'ailleurs, ça me fait penser que ça mériterait même un sujet, un café photo entier, un petit peu de la place de la photographie au sein des ministères et de la France, et comment on est représenté, et comment ça se passe la filière, etc. Donc, merci Patrick pour cette petite parenthèse très, très, très importante. Est-ce que tu peux du coup quand même te présenter? Parce que c'était ça la question à la base. C'est ça au départ. Donc moi, je suis donc Patrick Cockpit et je travaille pour l'institutionnel. C'est ça qui me fait manger. Donc je fais institutionnel, ouais. Alors voilà, on n'oublie pas que, je le redis pour vous et puis en règle générale, cette émission va sur YouTube, donc bien évidemment qu'il y a des photographes qui vont nous regarder, mais il y a aussi peut-être des gens qui sont moins professionnels, qui ont moins les codes. Du coup, quand tu parles d'institutionnel, qu'est-ce que c'est que ce gros mot J'ai la chance de travailler pour une grosse institution française qui est à la fois connue et pas très connue, qui est le Collège de France, qui est un énorme labo de recherche situé en plein Paris, à côté de la Sorbonne, et qui a la particularité unique au monde de proposer en fait d'intégrer un large panel de chercheurs qui cherchent dans tous les domaines, que ce soit de la physique fondamentale, de la biologie, des mathématiques, de l'histoire de l'art, de la sociologie, des gens que tous les photographes ont lus, comme par exemple Roland Barthes, ont enseigné au Collège de France. Si tu es photographe en ce cas, c'est que tu n'as pas lu La Chambre claire de Roland Barthes, il te manque quelque chose et il faut t'y mettre tout de suite. Et as-tu lu La Chambre claire, Laurent? Non, pas du tout. C'est mal, c'est très mal. Pas du tout, mais tu sais, moi, l'école, c'était c'était avant. Mais maintenant, tu peux y revenir. Ouais, j'ai déjà lu Patrick Cockpit à lire, tu vois. Ça oui. Alors Roland Barthes, c'est un peu mieux, c'est un petit peu plus important, on va dire. Et c'est peut-être. Enfin, ouais, bref, donc c'est un gros labo, et en échange, en fait, c'est un labo financé par l'État, labo de recherche, donc, et en échange, les professeurs qui y enseignent donnent des conférences pour expliquer leurs recherches à des étudiants, mais qui sont en fait des gens normaux, j'ai envie de dire, non que les étudiants soient anormaux, mais des gens comme vous et moi qui peuvent venir assister à ces cours-là gratuitement, aussi bien physiquement sur place, donc dans le 5e arrondissement de Paris, ou en ligne, puisque le site web du Collège de France est hyper bien fait. Et donc, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de cours qui changent chaque année, puisqu'effectivement, chaque année, les professeurs développent d'autres axes de recherche qui sont offerts gratuitement à tout le monde. Donc, c'est un truc absolument unique au monde qui, à titre personnel, me plaît beaucoup parce que justement, il y a cette notion de gratuité. Je suis très attaché à l'enseignement gratuit. Et ce sont des gens qui sont extrêmement pointus et compétents dans leur domaine. On a des prix Nobel. Bon, pour faire quelques name dropping, des gens comme Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Henri Bergson. Jean-Pierre Foucault ou pas? Non, pas lui. Non, lui, pareil, Patrick Sébastien voulait faire aussi une chaire de comique, mais il n'a pas été accepté. Donc voilà. Et donc moi, c'est photographie, pardon.
Qu'est-ce que tu fais exactement? Je fais les portraits officiels de tous les gens qui interviennent. Donc, Ok. ce sont des portraits très académiques qui sont, je pense, mon côté un peu schizophrène, à l'opposé exact de ce que je fais à titre personnel. C'est vraiment très, 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 très carré, quoi. Et je m'occupe aussi de tout ce qui s'y passe, donc tout ce qui est événementiel. Donc des conférences, des visites politiques. Mais c'est le paradoxe de beaucoup de photographes, c'est-à-dire qu'on a souvent le but ultime, c'est d'arriver à joindre la passion et ce qu'on aime avec les pépettes. Mais avant d'arriver là, souvent on a des activités qui ressemblent pas forcément à ce qu'est notre identité vraiment de photographe. Et voilà, donc c'est normal. Mais c'est important aussi de pouvoir d'avoir cette chance, parce que c'est quand même une chance d'avoir un équilibre financier qui nous permet d'exercer derrière notre passion. Je vais commencer à diffuser. Si je peux me permettre bien sûr, vas-y. D'aller même un peu plus loin sur ton propos, c'est que je pense qu'il y a pas mal de photographes, et on en connaît forcément, qui dû à la mauvaise économie photographique en France et en général, sont un peu obligés de travailler à côté. C'est clair. Et c'est vrai que, bon, à titre personnel, je me plains pas tellement parce que mon travail entre guillemets alimentaire, c'est de la photo. Ouais, ça reste de la photographie. C'est vrai qu'il y a aussi le cas de photographes qui ont des jobs qui ont complètement rien à voir avec la photographie, qui vont être, je sais pas, je pense à Shansuka, je crois qu'on a des gens qui sont enseignants, il y a des gens qui ont des activités comme moi au début, même si ça me prend de moins en moins de temps maintenant dans le digital, ou même qui ont des boulots alimentaires de serveurs, de n'importe quoi. Voilà, on est tous passés un petit peu par là. Je commence avec cette série, Sarah. Je choisis, c'est complètement arbitraire, mais c'est parce que j'ai beaucoup aimé cette série que je l'avais postée sur Antsoukas à l'époque, qui s'appelle L'Histoire fantastique. Le voyage fantastique. Le voyage fantastique, pardon. Oui, j'étais dans tu as l'histoire sans fin. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ce truc-là. Ah, d'accord. Et il manque Falcor dans ta série, tu vois. Il faudra penser à le caler un jour dans un montage. Et série très poétique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce travail et comment tu en es arrivé à faire du photomontage? Parce que j'ai l'impression que maintenant que tu fais, entre guillemets, je peux me tromper de ce que je vois chez Antsoukas, mais que ça. Et comment dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas le cas? Et comment t'es arrivé là? Est-ce que ça a été évident dès le début ou au contraire, ça a été un cheminement un petit peu plus long? Alors là, en ce moment, je reviens un petit peu justement vers de la photographie pour me faire un petit défi personnel, parce que comme je suis très à l'aise maintenant en photomontage, voilà, en ce moment, je suis en train de refaire une série juste en photo, mais toujours ça, si je me trompe, ça fait quelques années. C'est un des. Ça date de 2015-2016, je pense, celle-là. Et là, c'était un peu ma première série en photomontage. En fait, je venais de faire un petit passage en agence de pub qui a duré 9 mois à peu près. Et en fait, j'ai un peu découvert le photomontage collage pendant que je travaillais là-bas. Et après, je l'ai un peu appliqué, on va dire, à mes séries perso. Donc là, c'était une série d'autoportraits. De moi, il y a aussi mon compagnon qui est là et qui pose pour moi régulièrement. Et là, en fait, c'était des photomontages à partir de photos de mon. J'avais un petit appareil, c'est un espèce de compact en fait que je pouvais régler, que je pouvais quand même régler comme je voulais, et que j'emmenais partout. Et du coup, c'était des photos, on va dire, de mon quotidien que je mixais ensuite. Moi, je me faisais mes petits journaux de bord remixés après par la suite, quoi. Voilà. Donc ça, c'était le voyage fantastique. Il y a 2 séries en fait. Ouais, il y a plusieurs séries et du coup, moi j'aime bien comprendre un petit peu le process. L'image, tu l'as déjà dans la tête. C'est quoi le point de départ? C'est quoi? C'est tu prends plein de photos et à la fin tu te retrouves devant ton ordinateur sur Photoshop ou autre, je sais pas sur quoi tu bosses, mais et t'essayes un petit peu des trucs en mode labo expérimental. Oui, en fait, il y a vraiment 2 parties. Il y a vraiment la partie première qui est photographie. J'aime bien quand même à la base avoir des photos qui tiennent toutes seules, quoi. Sinon, ça ne fonctionne pas par la suite. Oui, ça, tu fais bien de le dire parce que c'est vrai qu'il y a certains collages où il y a des photos anciennes déjà d'elles-mêmes, c'est déjà des très très bonnes photos. Parce que j'avais lu, parce que j'ai partagé un autre boulot de photomontage. Là, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Antsoukas récemment, là, de Natacha Desmailleux. Je vous inviterai à regarder si vous ne l'avez pas fait, où il y a une réflexion par rapport au tourisme et au tourisme de masse, etc. C'est exceptionnel, ça. Moi, je trouve ça à l'heure où on parle d'intelligence artificielle, d'images créées, etc. Moi, mon point de vue par rapport à l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait,
pour moi, ça n'apporte rien de nouveau. En fait, c'est du photomontage assisté, ni plus ni moins, mais ça n'aura jamais l'impact et la cohérence et la lucidité qu'un cerveau humain peut avoir sur une situation. Exemple, tes travaux, exemple, le travail de Natacha que j'ai trouvé tout simplement exceptionnel par rapport au tourisme et les retours sont dans ce sens-là. Enfin, voilà. Et il y a quand même une vision de photographe à la base, en fait. C'est pas juste des mots-clés tapés. Oui, c'est pas des images assemblées un peu au pif, en fait, pour que ça fasse joli. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait une composition d'images et enfin, faut que l'image elle tienne effectivement toute seule déjà. Voilà. Et là, du coup, toi, tu ne travailles qu'avec des photos à toi. On est d'accord? Sur mes sujets comme ça, oui, que mes sujets, que mes photos. Voilà. Parce que je sais que des fois, certains vont chercher des matériaux externes, des fois dans les magazines, des fois sur le web, de la photo shippée ou autre. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses un petit peu, Patrick, de ces boulots? Est-ce que tu connaissais déjà ces boulots de Sarah? Ouais, j'avais vu passer ça. Ouais. Et j'aime bien, moi, en fait, ça me parle parce que c'est la pratique photographique que j'ai aussi dans son travail créatif et son côté invendable aussi. ça va y venir. On va se rejoindre là-dessus. Ouais, j'aime bien le côté un petit peu tordre la matière, c'est-à-dire que vous prenez la photo un petit peu comme un matériau, et puis vous allez le tordre, vous allez le travailler, c'est pas différent de moi, par exemple, ou de plein d'autres photographes où j'ai fait ma photo, je vais faire ma post-prod. Et terminé, en fait, vous allez réfléchir un petit peu comment la tordre, comment la manipuler, comment la mixer, un peu comme des druides. Hein. Vous êtes un peu des druides de la photo. C'est ça. On fait notre tambouille, en fait. Quoi. La barbe en plus. Après, il y a un élément que j'aime bien aussi chez Sarah, parce que ça sont des photos qui sont argentiques. En tout cas, de ce que je. Non, c'est du numérique. Ouais. Voilà. Alors, tu vois, je me suis fait avoir sur l'écran. Ouais. Mais j'aime bien l'idée aussi que ça sort un peu de ce que tu fais, mais à mon avis, la réflexion reste valable. Le fait de travailler aussi en argentique, pour certains photographes, a un côté un peu sacro-saint au sens où voilà, la photo est argentique, donc on a juste les contrastes et ensuite on les touche pas, mais on peut aussi faire des photomontages avec de la photo argentique, on peut faire de la photo créative, on peut tricher sur Photoshop à partir de photos argentiques. En fait, rien n'est interdit. Ah bah complètement. C'est ça qui est bien. Là, du coup, je suis passé sur une autre série qui s'appelle Odyssea, l'an 2, Mystère et boule de gomme. Donc, c'est le tome 3 de la série Odyssea. C'est une série d'images issues d'un album de famille qui mélange photographie et photomontage. Et pour te rebondir un petit peu sur ce que tu disais, moi, je trouve même qu'au niveau de l'argentique, maintenant, tu as des photographes qui disent, sous prétexte qu'ils font de l'argentique, ça y est, je shoot en péloche et s'imaginent que, et en fait, au final, ils vont filer leur péloche à des labos qui vont les tirer, ils vont les scanner pour les poster après sur Instagram. Je ne comprends pas trop le concept. Alors pour moi, l'intérêt de faire de la péloche, c'est justement tout le process de développement, de tirage, de travailler avec les produits chimiques pour avoir des différents rendus, pousser les péloches ou pas, etc. Et justement de s'amuser un petit peu avec cette matière qui est le film, en fait, parce que c'est juste charger un truc. Ouais, mais les deux ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire que tu peux travailler ta photographie argentique et aussi la partager sur Instagram, parce que simplement c'est un partage. Bien sûr. C'est juste ça. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est l'effet de mode, en fait, un petit peu. Shoot en film et voilà, comme il y a eu d'autres modes à un moment donné. Enfin voilà. Sarah, tu voulais nous dire quelque chose? C'est quand même ton boulot. Non, je rebondissais sur l'argentique, en fait, mais c'est vrai que la prise de vue argentique, il y a un côté, parce que j'en fais en parallèle, juste pour moi, on va dire. C'est vrai qu'il y a un côté où tu te libères, quand même aussi de toute la partie technologique, quoi. Même si après, tu vas le mettre sur Instagram, mais il y a quand même un côté un peu plus, je sais pas, un peu plus instinct, je trouve, avec l'argentique, mais bon. Un côté plus instinct, mais c'est quand même instinctif, je sais pas, il y a un côté, tu vois, t'as pas d'écran, quoi, t'as pas. Bien sûr, t'es avec ta cellule et ta pellicule, et puis c'est ton rapport à la photo est moins instantané, du coup, tu vois pas tout de suite le résultat, et puis même tu prends peut-être un peu plus le temps à prise de vue, on enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça, mais voilà. Moi, j'aime beaucoup ces boulots-là parce que je trouve qu'il y a beaucoup de poésie, il y a un côté très fantastique. Ça me fait penser à certains films fantastiques, là, notamment avec les masques comme ça, là, des films fantastique un petit peu espagnol. C'est très poétique autour de la famille. Du coup, j'ai envie de dire, ton chéri et ton enfant, ils ont l'habitude maintenant de poser. Oui, ça y est, c'est des poseurs professionnels. Ça y est, ouais, je vois ça. Ça va, ils aiment bien, heureusement. Donc, je trouve ça très, très, très poétique, très.
très décalé, très, enfin voilà, là celle-ci avec le gamin et la lune, je trouve ça très très joli. Enfin voilà. Pour parler concrètement, est-ce que ces travaux-là, en l'occurrence ceux-là, je ne parle pas de ceux que je vais montrer après de collage et de commande, est-ce qu'il y a eu des échos dans la presse? Est-ce qu'il y a eu des échos ailleurs, en exposition, en édition ou autre? Alors, en exposition, on avait été exposés ensemble, Patrick, au Festival Féminin. Alors, je ne sais plus, c'était il y a 2 ans, je crois, 3 ans. Ouais, 2 ou 3 ans, ouais. Voilà, donc ça, c'était plutôt chouette. Et après, j'avais commencé à démarcher quelques éditeurs, mais en fait, je me suis un peu arrêtée. Et j'ai fait une première auto-édition pour les 2 premières années. Mais là, en fait, j'attendais d'arriver aux 6 ans du projet pour redémarcher pour éventuellement une édition. Oui, parce que c'est des séries qui sont réfléchies par tome. Alors oui, en fait, un tome pour chaque année. Et parce qu'aussi, effectivement, chaque année, il se passe des nouvelles choses en fonction de l'âge aussi. Je pense que mon langage visuel va changer. Si tu vas arriver à 6 ans, je pense que mon fils, il va passer un cap aussi. Et du coup, je pense basculer vers autre chose visuellement. Enfin, j'aimerais bien continuer le projet, mais peut-être faire quelque chose, je ne sais pas, peut-être un peu plus participatif avec lui. Enfin, je suis en train d'y réfléchir. Voilà, toujours en noir et blanc, je pense, mais… Ouais, tu restes là. Oui, c'est ça. C'est que depuis tout à l'heure, on n'est que sur du pur noir et blanc. Ouais, pour mes projets perso, en fait, en noir et blanc, je me concentre plus sur l'essentiel, quoi. T'aimes bien le grain. Hein. Et voilà, quand on parlait d'argentique tout à l'heure, moi j'ai toujours eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal à passer au numérique, du coup j'en reviens toujours un peu à mes débuts d'argentique quand même. Bon, après je trifouille sur Photoshop, hein, mais… Ah mais bien évidemment, mais c'est très joli, c'est très joli. Il y a même un côté, je trouve pictural. Il y a là, on dirait de la peinture, hein, clairement. On pourrait imaginer que ce n'est pas de la photographie du tout. Enfin voilà, d'où te viennent tes inspirations? Parce qu'il y a quand même, ça vient quand même de quelque part, tout ça. Hein. Oui, non, mais je m'inspire beaucoup de pas mal de trucs. Quand j'ai commencé mes premières séries, je lisais pas mal de romans graphiques, ça m'avait pas mal de science-fiction, ça m'avait quand même pas mal touché. Et au niveau de la photographie, bon, bien sûr, il y a Magritte tout le temps qui est dessous, qui est là présent pour toute ma vie, je pense, mais voilà, comme beaucoup de gens. Et après, oui, au niveau photographe, bon, il y a Gilbert Garcin. Qu'est-ce que je pourrais citer C'est le moment. Slimane pour le côté familial. C'est le moment name dropping, là, faut y aller. Ouais, non, mais je sais pas, moi aussi Gilbert Garcin pour citer quelqu'un, absolument, voilà. Et après, non, des fois, ça peut être des peintures ou même des livres d'enfants. J'adore les livres pour enfants d'illustration. J'en ai un paquet chez moi, mais je trouve que voilà, au niveau visuel, il y a plein de choses. Un peu partout les inspi comme tout le monde. Parce que et là, on parle que de photos, mais peut-être aussi des fois de la musique ou des bouquins ou des films ou des choses. Oui, ça peut être. On va passer à Mister Cockpit, on va projeter un petit peu certaines de tes séries et on va revenir à ton boulot juste après au moment du débat par rapport aux pépettes et comment ça marche le business, votre business. Mal, bon bah voilà, il y a Patrick le spoiler. Je vais montrer Stone Girls, qui est quelque chose de pas très courant. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont revu ce genre de boulot. Je lis juste le pitch que tu avais écrit à l'époque. Portrait de jeune femme en pierre, comme autant de cailloux jetés à la face du patriarcat. Le caillou comme symbole de lutte, le caillou qu'on jette sur le chemin pour ne pas se perdre, la lutte pour se retrouver. Ces pierres sont de véritables objets photographiques obtenus par lift de Polaroid. C'est ça. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette démarche C'est difficile d'expliquer la démarche sans parler de la technique en fait propre au Polaroid, qui est le Polaroid dit intégral, qui permet une fois qu'on l'a découpé et plongé dans l'eau, de récupérer l'émulsion qui se détache de son support. Et c'est une émulsion qui est à la fois fragile et solide et souple. Et en général, une des techniques utilisées par les photographes créatifs qui travaillaient sur ce sujet précis, qui est donc le lift, avait tendance à lifter les émulsions sur des papiers. Donc on partait d'une image plate et on retrouvait une image plate. Et moi, j'ai eu l'idée de lifter ces émulsions autour de petits cailloux.
Donc, je récupère, donc quand je parle d'objets photographiques, c'est vraiment ça. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des cailloux qui font entre 5 et 7 cm de haut et 5-7 cm Oui, de que ça large. soit bien clair pour les gens qui regardent. Oui. Là, on n'est pas sur du photomontage. Là, c'est un vrai Absolument caillou. pas. Hein. Ouais. En fait, les images qu'on voit là sont des reproductions, des scans, si vous préférez, de cailloux sur lesquels j'ai en quelque sorte enroulé une émulsion photographique qui, en séchant, s'est parfaitement adaptée aux aspérités et évidemment à la couleur du caillou. Donc, si vous voyez quelqu'un dans la rue qui ramasse des cailloux, qui se remplit les poches, bah, c'est moi. Et donc, chaque caillou apporte quelque Avec chose. un Polaroid dans l'autre main. C'est ça. Ouais. Alors, justement, l'intérêt, c'est que je peux faire ça après, mais parce que photographiquement, le process est hyper simple. Hein. Je photographie la personne sur un fond neutre, avec une expression neutre. Enfin, c'est vraiment le degré zéro de la photographie. Et après, ce qui est pas mal, c'est que l'aspérité du caillou, sa personnalité en quelque sorte, va révéler quelque chose de la personne qui pose. Et c'est un travail, je suis content que tu aies choisi cette série parce que… C'était évident. Pour moi, c'était évident parce que c'est, comme tu dis, c'est un objet photographique, j'ai envie de dire limite non identifié, quoi. C'est un OVNI, tu vois. Et j'avais jamais vu ça nulle part ailleurs. Alors, du livre, oui, mais pas sur des cailloux, évidemment que non. J'ai une question qui me vient, alors, quelque part, et c'est la question qui a l'air conne comme ça, mais le choix du caillou est limite plus important que le reste, en fait. Ouais, non, comment tu choisis tes cailloux, Patrick? Est-ce que tu as une discussion avec eux? Comment oui, ça... je leur parle, enfin, etc. Non, mais le truc, c'est que voilà, moi, j'habite la région parisienne, donc l'environnement urbain n'est pas propice au ramassage de cailloux parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Les cailloux qu'on croise dans la rue, c'est souvent des gravats quand il y a des chantiers et tout. Donc, j'ai pas mal de… Ou des pavés les jours de manif. Ouais, alors le problème, c'est que le pavé, c'est que c'est trop gros. Je peux pas lifter. J'aurais bien aimé, évidemment, parce qu'il y a un côté un peu marrant dans le caillou en termes de la symbolique autour de la lutte qui fait que le pavé avait son sens, mais malheureusement, c'est trop gros. Et donc, je me balade souvent, effectivement, en bord de mer pour ramasser quelques galets, quelques trucs. Donc, j'ai plutôt une logique un petit peu prédatrice, c'est-à-dire que j'accumule quelques cailloux parce que voilà, je suis à cet endroit-là, il y en a, donc j'en prends 10, 15, 20. Je reviens chez moi et après, quand je fais un lift, j'essaye parce que c'est une des particularités aussi du Polaroid, c'est quand il a été lifté, qu'il est dans son eau chaude, qui se promène un peu comme une méduse. Je peux faire un essai sur un caillou. Si ça va pas, je le replonge dans l'eau. Le Polaroid se redétache. Je peux essayer sur un deuxième caillou. Bon, je peux pas le faire non plus 100 fois parce qu'il y a quand même une certaine fragilité, mais je peux le faire 3-4 fois. Disons que j'ai 3-4 essais avant d'avoir vraiment le truc qui va bien. Et ensuite d'avoir l'objet que je sors complètement de l'eau, qui sèche et qui devient donc un objet. Sachant que c'est pas mal aussi que tu aies choisi cette série parce que c'est l'exemple type de ce qui ne marche pas. Parce que concrètement, c'était la suite de ma question. C'est est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec ça? Parce que là, on est vraiment sur un procédé, une idée complètement originale. C'est-à-dire la lutte contre le patriarcat en liftant des portraits de femmes sur des cailloux. Là, au niveau conceptuel, je pense qu'on est quand même pas mal. Alors, en fait, j'étais attaché à l'idée que le caillou, c'est… comme je l'ai dit dans le texte introductif, que je vais peut-être devoir revoir d'ailleurs, c'est le caillou qu'on jette c'est l'histoire de David et Goliath. C'est aussi le caillou qui est ce petit truc qu'on peut mettre dans un engrenage et qui va saboter la machine outil de production. C'est aussi, et ça je suis attaché à cette idée, c'est aussi le caillou qu'on jette derrière soi pour retrouver son chemin, donc l'histoire du petit pousset, retrouver son chemin au sens savoir de quel côté de la barricade on est, quoi. Donc il y a 3 trucs là-dedans qui me convenaient bien et en fait j'ai entremêlé ces cailloux-là avec des textes, des morceaux de dialogue. Ouais, il y a des textes, ça voilà, je vais peut-être pas tous lire. En plus, je parle pas forcément russe ou italien ou l'hébreu. Mais je peux expliquer en 2 mots. Vas-y. C'est qu'en fait, à chaque fois que j'entendais un homme politique, et je parle bien d'homme politique ou un homme puissant dire une connerie ou faire une connerie, j'imaginais un dialogue entre moi et lui et où je l'appelais au téléphone et je le menaçais de lui balancer un caillou, qui était donc un des nouveaux livres que j'avais fait avec un but un peu comique. Donc ça, c'est un truc un peu sans fin parce qu'il se passe pas une journée sans qu'un homme politique raconte une connerie. Ouais, ça va être compliqué. Là, tu vas faire 4 ou 5 tomes comme Sarah. Là, il va y avoir plusieurs tomes, je pense. Donc sur cette série-là, là, ce que j'ai mis sur Hans Lucas, il y en a, je crois, une vingtaine, et j'en ai évidemment de mon côté une 60aine. J'ai proposé ça à la presse, ça n'a pas du tout marché. J'ai quand même publié une image dans Libération avec un des cailloux, un de ceux qui est passé. C'était plus un hasard.
parce que j'avais C'est un postulé. hasard. Ouais, non, mais je vais t'expliquer pourquoi, Alors, parce que c'est rigolo. Patrick publie par hasard quand même. C'est ça. C'est pas mal. En fait, à l'époque, vous savez, Libération, chaque été, fait des cahiers spéciaux photographiques, avec ce qui est un truc assez bien, je trouve. Et il y avait cette année, l'année à laquelle j'ai postulé, c'était un truc sur les 4 éléments. Donc l'eau, la terre, le feu. Ah bah là, t'étais en plein dedans. Et j'étais assez dedans, donc j'avais proposé ça à l'Icono, j'avais envoyé ma série, il avait trouvé ça pas mal, et en fait, il avait, comme souvent font les Iconos, il avait imprimé quelques images sur l'imprimante de bureau standard, il les avait mis dans son bureau pour voir un peu ce que ça donnait. Et il y a une autre Icono qui a vu ça et qui a fait, ah bah ça c'est bien, je prends. Donc la blague, c'est que... Donc 1 ou 2 apparitions quoi avec cette série. Une seule. Ouais, ouais. une seule. Il y a genre 4 ans, donc ça va, on est quand même sur du cool. Et après, j'ai proposé ça à plein de festivals. J'ai montré ça parce que je vais montrer réellement l'objet. Donc les gens sont assez contents, ils voient l'objet et j'ai toujours, ça n'a jamais marché. Et là, il y a un petit festival minuscule qui arrive, qui s'appelle Expolaroid. Quand je dis minuscule, c'est au sens, il est sur toute la France, donc il est quand même assez grand, mais il est minuscule au sens où il intéresse une communauté de gens qui s'intéressent un peu exclusivement à la photographie instantanée, donc c'est pas très grand public, mais néanmoins c'est intéressant. Et là, je vais exposer ça pour la première fois. Donc là, en avril. Bah voilà, super. Super. Donc je suis pas sûr que ça modifie radicalement le destin de la série, mais c'est toujours agréable de voir l'objet. Non, mais après là, tu fais une super passe D pour embrayer sur le débat, donc et comment exister et vendre quand on a un type de photographie plus créative. Là, j'en profite. C'est un autre boulot que je diffuse qui s'appelle Plastic Pollution. Pareil, juste pour animer un petit peu notre débat. Là, on est plus sur du cyanotype, si je ne m'abuse, qui est une pratique peut-être un peu plus connue des photographes. Enfin, il faut toujours savoir pourquoi tu le fais. Je pense que dès le début, quand tu as fait cette série-là sur les cailloux, tu te doutais que tu n'allais pas non plus avoir 200 000 comment dire, publications. Maintenant, c'est aussi un moyen d'affirmer, je pense, une identité, un style, une démarche photographique. Ça passe aussi par là, entre guillemets, se faire connaître et reconnaître. Pareil, au niveau du sujet abordé, moi, ça me fait penser à ton bouquin que tu avais fait, Figure oubliée de la résistance féministe, à l'orée du 20e siècle. Enfin voilà, tu restes dans tes thématiques. Pareil par rapport à Franco, quand tu parles de tes dialogues, t'aimes bien, je pense, créer des trucs de fiction et inventer des choses autour de personnages réellement existants. Donc voilà, ça participe à ton corpus, et quand tu seras peut-être décédé, ça vaudra des millions ou des millions. C'est ce que j'espère. Ouais. C'est pour Virgile, c'est pour nos enfants qu'on fait tout ça. C'est de ça. toute façon, Exactement. Sarah, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu avais vu ce boulot de Patrick sur les cailloux? C'est génial, on est d'accord. Non, j'étais passée à côté. Autant celui-là, je l'avais vu, mais alors oui, sur les cailloux, je suis fan, j'adore. C'est super beau. J'aimerais bien les voir en vrai d'ailleurs. Ouais, ils sont visibles. Et mais après, je trouve ça important quand tu as enfin, si tu as envie de faire quelque chose, de le faire, même si d'aller au bout du truc. Oui, surtout que c'est pas compliqué à faire, donc c'est quelque chose que je fais aussi régulièrement. J'en fais de plus en plus. J'en fais un par semaine, et puis au fur et à mesure, ça s'accumule. Okay. Et du coup, ce boulot, la Plastic Pollution, est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Après, on va embrayer sur les commandes de Sarah. C'est un boulot plus opportuniste. J'aime bien le cyanotype parce que. Mais il y a un crabe en plus, mais dédicace. Oui, exactement. Il y a un côté classique dans le cyanotype que j'aime bien, un côté bidouille. C'est aussi le procédé qu'on montre aux enfants quand on leur parle de la photographie parce que c'est facile à faire. Il y a une chimie hyper simple. On développe à l'eau. C'est vraiment un truc très. On revient aussi un peu aux fondamentaux de la photographie où les premiers, disons les pré-photographes avaient tendance à utiliser des papiers photosensibles et on posait des feuilles par-dessus, des fleurs et on exposait ça à la lumière et on avait une découpe parfaite de l'objet. Et c'est aussi peut-être de là que vient l'idée même je suppose, qu'ont eu les photographes et les inventeurs du 19e siècle en se disant ça serait bien que cette photo, que cette image, on arrive à la maintenir, on arrive à la fixer. Donc je pense que tout ça, c'est un processus mental qui permet d'arriver à la photo telle qu'on la connaît aujourd'hui,
de nombreuses décennies plus tard. Et pour en revenir au cyanotype, c'est ça, j'en ai vu passer dans la presse. Tu as eu des publications, je crois, avec des cyanotypes, non? Ça, non, jamais. Pas cela? Ah bon, je croyais. Ouais. Alors, j'ai eu avec une autre série qui s'appelle Cyanofilement. Ah oui, c'était avec l'autre. J'ai eu deux, trois publications qui étaient d'ailleurs très inattendues, mais je crois que c'est uniquement parce que l'iconographe me trouvait sympa et avait envie de me faire plaisir en illustrant un truc. Mais pour revenir à Plastic Pollution, comme je le disais au départ, c'est un peu plus opportuniste parce que le cyanotype, ça vous aura pas échappé, c'est bleu, donc ça fait penser à la mer. Et en cyanotype, souvent, on a tendance à faire des herbiers, c'est-à-dire à mettre des fleurs, des feuilles, c'est peut-être des choses très jolies, ou faire des cyanotypes photographiques, c'est-à-dire mettre un négatif photographique sur un papier photosensible de type cyanotype pour obtenir une image, donc au sens photographique, même si c'est une image très particulière. Et moi, j'avais envie d'utiliser des objets jouets, puisque j'avais mes gamins jouaient avec des petits personnages en plastique qui représentaient l'océan. Vous savez, ces jouets qu'on achète à 2,50 € au supermarché du coin, qui sont en plastique très moche. Et donc, je pense qu'on voit avec ça. Voilà. Donc, j'ai emberlificoté ces animaux de l'océan, donc voilà, le crabe, le requin, la baleine, le cachalot, le poulpe, dans du plastique. Parce que je crois que quand j'ai fait ça, c'était un été, c'était au bord de la mer, et donc j'étais sensible à l'idée que l'océan était pollué. Par ailleurs, j'ai eu une autre vie avant d'être photographe où j'ai travaillé dans la plongée sous-marine, donc j'étais vraiment sous l'eau. Donc ça m'a, enfin, l'environnement bleu et la pollution, c'est quelque chose qui me parle quand même pas mal. Et donc, j'ai découvert aussi qu'avec le plastique transparent, sur le cyanotype, d'un point de vue purement formel, on arrivait à plusieurs nuances de bleu en fonction des couches de plastique qu'on mettait. Et c'est vrai que j'ai eu donc ces animaux qui sont emberlificotés dans des feuilles plastiques. Et je trouve que pour illustrer la pollution marine, ça me semblait très simple. Donc, je me suis dit, super, je vais faire ça. J'en ai fait toute une série. Et là, je me suis dit, OK, ça va marcher. Je pense que là, je vais faire la une du Figaro Magazine. Bon, non. Spoiler, non. Et sinon, la série que tu viens de montrer là, c'est autre chose. C'était pendant le confinement. Comme tous les photographes, je m'ennuyais à mourir. Et donc, je me suis imaginé photographe perdu dans son garage avec un petit télescope. C'est d'où l'idée des cyanotypes ronds. Et l'idée, ça consistait à observer l'univers. Et donc, en observant l'univers extérieur avec mon télescope, qui était en fait un univers très proche, c'était juste mon environnement immédiat, là, j'arrivais à avoir une vision un peu déformée de la réalité qui me permettait de m'échapper. Et dans cette série, je crois qu'il y a Emmanuel Macron aussi. Toujours, évidemment. Donc, on a bien compris que pour toi, Patrick, tous ces travaux-là n'ont pas eu forcément trop d'écho dans la presse. Aucun. Voilà. Bon, aucun, on peut dire quasiment aucun. On va voir juste après, là, je vais passer quelques commandes. Enfin, je reprends là, c'est pareil, c'est un dossier que tu as mis sur Antloucas, où il y a commandes diverses de collage et illustration pour Le Monde, Libé, Les Échos, Weekend, Stylis Mag, La Croix, enfin voilà. Sarah, on va voir que Sarah, à l'inverse, bon, Patrick, toi, tu t'es tourné peut-être un peu plus vers l'édition. Je vais montrer tes deux autres bouquins que tu as fait derrière. Sarah, toi, tu as réussi à avoir des commandes, à avoir pas mal de publications. C'est vrai que c'est régulièrement, moi, que je vois passer tes collages. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que tu as contacté les rédacs, tu as envoyé tes boulots et on t'a identifié comme photomonteuse et maintenant on t'envoie des commandes ou comment ça s'est passé? Non, en fait, c'est un gros coup de chance. J'avais démarché au départ, c'était en 2015, j'ai démarché Le Monde pour des portraits. Et en fait, à la fin de mon book de portraits, j'avais mis mes séries en noir et blanc, là, qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà, l'icono qui a regardé le boulot, qui était très sympa, mais elle m'a dit si je pouvais faire ça m'a demandé si je pouvais faire ça en couleur. Et bref, 10 jours après, j'ai eu ma première commande. Et en fait, ça a démarré comme ça, quoi. Mais j'en faisais pas du tout en couleur, en fait, avant. Donc, du coup, forcément, une première publie dans Le Monde, bon, après, ça a plutôt pris, on va dire. Il y a eu Libé, puis après, il y a eu les autres qui ont suivi. Et finalement, là, on va dire que là, je fais quasiment, c'est 80% de mon temps, je fais que ça, quoi. Bah, super. Quand j'ai une commande, j'en fais, par exemple, il y en a 2 à faire pour la publication. Mais à côté, moi, je produis beaucoup pendant mes sessions de recherche, on va dire. Et du coup, par exemple, pour 2 images, derrière, il y en a 20. Donc, les 20 autres, après, je les nettoie et je les mets en archive. Et du coup, il y a aussi pas mal d'archives qui partent. Et du coup, j'ai trouvé, on va dire, une espèce d'équilibre comme ça entre les commandes et les archives. Bon, c'est assez parce qu'il précaire il te faut un petit stock quand même, parce que c'est pas. Là, j'en ai un
paquet, ouais, j'en ai. Comment ça se passe? Parce que j'imagine que le brief d'une commande, c'est pas comme quand, je sais pas, Patrick ou moi, on nous met en commande, on nous appelle, on dit bon, bah, il faut que tu ailles à tel endroit, à telle heure, faire tel truc, c'est ça le sujet, tu auras un tel. C'est quoi? C'est un mood board? Bah, ça dépend beaucoup des délais, du journal Est-ce qu'il te aussi. laisse libre champ total à ta créativité et c'est entre guillemets, bon, bah, c'est ça le sujet et c'est carte blanche? Ou est-ce que quand même tu as un petit peu des pistes je sais pas, d'inspiration, de trucs? Parce que je me mets même du côté de la rédac pour un icono ou autre qui a peut-être l'habitude de bosser sur de la photo traditionnelle. Comment tu briefes quelqu'un pour un photomontage en disant, voilà, là, typiquement, je sais pas, si je te prends cette photo-là, c'était pour illustrer quel genre de sujet? Est-ce que tu te rappelles? Là, c'était pour les jours, c'était génial, c'était 10 épisodes, les jours, ils fonctionnent par épisode, quoi, et du coup, c'était sur la grosse fatigue. Ok. Donc, il y avait pas mal de sujets, évidemment, liés à la fatigue. Et là, pour le coup, j'avais carte blanche. Donc là, c'était royal au bar. Là, c'est vraiment, je me suis éclatée. Après, il y a d'autres, ça dépend du journal, quoi. Et il y a des choses où on me demande d'être peut-être un peu plus réel ou avec des couleurs un peu plus péchues. Mais là, maintenant, j'avoue que j'ai quand même assez carte blanche parce que je m'adapte quand même, effectivement, aux médias à qui j'ai affaire, quoi. Je vais pas faire ça pour tous les journaux. Ça dépend de... C'est top, en tout cas, hein, ces boulots de commande. Et c'est un truc, j'ai l'impression, qui est un petit peu délaissé, j'ai l'impression, par les photographes, le côté photomontage. Alors que, moi, je regarde la presse tous les jours, hein, comme beaucoup, les titres pour lesquels je bosse et les autres titres qui m'intéressent. Il y a quasiment dans 8 sur 10 ou 9 sur 10 des magazines que j'ouvre ou que je regarde, il y a toujours au moins une double d'illustration ou des pleines pages. Il y en a tout le temps. Que ça soit aussi bien du dessin que du photomontage, il y en a tout le temps. L'équipe Mag récemment a fait une couve encore avec du photomontage. Voilà, il y a une vraie place à ce type de photographie. Oui, c'est entre la photo et le graphisme. Donc pour la presse, c'est plutôt pas mal, quoi. Patrick. Quand même pas mal de trucs. Mais... ouais, c'est clair. Là, il n'y a même pas de limite en vrai. Patrick, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, j'arrivais c'était pour rebondir sur le fait qu'il y ait pas mal de photomontage dans la presse. Effectivement, moi, j'en étais arrivé à la même conclusion. J'avais eu le même constat. À chaque fois que j'ouvre un magazine, il y a des choses comme ça. Moi, j'adore, je trouve ça super, ça. Puis je trouve ça très bien parce que c'est aussi une autre façon d'illustrer un propos, un sujet. Donc, je trouve ça vraiment passionnant. Il y a des gens sans faire appel à l'IA. Ouais, il y a des gens comme Lucie Pastoureau aussi qui font ça. Voilà, il y a des et en fait, moi j'avais un peu la même logique, c'est-à-dire que je me suis dit que les cyanotypes, pour revenir à ça, pouvaient potentiellement intéresser aussi les magazines, la presse. J'avais fait personnellement des cyanotypes avec des hommes politiques. J'avais pris des images que j'avais fait moi-même. François Fillon, Sarkozy, Macron, et j'avais fait des cyanotypes, des portraits cyanotypiques. Donc en fait, avec ces espèces de taches bleues on voyait leur tête, vraiment, c'était bien eux. Et je m'étais dit ça aussi naïvement, voilà, la presse aime les photomontages, donc la presse aimera ça. Et alors, non. Mais peut-être il faut un côté peut-être vraiment réel. Dans le photomontage, c'est vrai qu'il y a un côté très réel qui fait que peut-être. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu, il y a un peu des références moi, ça m'a fait penser certains de tes collages à du Dali un petit peu au niveau des couleurs. Non, mais j'adore. Enfin voilà, il y a un truc. Il y a un côté très à la fois poétique et humoristique, et je pense que c'est ça aussi qui plaît, c'est ce mélange des deux. Ouais. C'est drôle comme image. Ouais, non, c'est super drôle, c'est très très beau. Il y a même certains trucs, ça pourrait faire je trouve même des covers d'albums. J'adorerais. De musique, tu vois. Je sais pas, moi, ça me fait penser à certaines covers d'albums de rock psyché de l'époque. Voilà, donc toi, au niveau business, concrètement, maintenant, ça va, tu arrives à avoir de la commande. Bien évidemment. Par contre, cette année, honnêtement, j'ai eu quand même des gros creux avec la presse, quoi. Tu vois, donc là, je suis quand même en train de me dire à côté, je mise pas mal aussi sur des ateliers que je trouve aussi très créatifs. Proposer des ateliers de ce genre de choses-là, tu vois, pour des gens peut-être en difficulté, en hôpitaux ou des choses comme ça. Non, mais moi, je considère ça quand même comme de la photo créative parce que voilà, bien ça sûr, reste. Bien sûr.
et récréative même, j'ai envie de Et dire. mais oui, non, mais il y a toujours le jeu en fond, de toute façon, Mais effectivement, faut quand même s'amuser. on le sent Ouais. dans tes productions. Donc ouais, pareil pour au niveau de la photo, bien évidemment, quand je dis ça marche, il y a personne qui roule sur l'or. Enfin, au niveau de la photographie de presse, hormis peut-être 5 personnes en France. Mais voilà, mais à partir du moment entre guillemets où vous arrivez à déclencher de la commande, où vous avez des titres qui vous appellent régulièrement, etc., c'est déjà une réussite en soi. Oui. Enfin voilà, d'avoir, je sais pas combien de commandes à peu près sur l'année tu arrives à avoir, mais si tu arrives à tourner à 2-3 commandes par mois déjà quand tu es photographe de presse, Ah tu oui. as une démarche clairement identifiée comme toi, c'est déjà super entre guillemets parce que c'est le cas de peu de gens. Je vais couper le partage. Toi, Patrick, à ton niveau, je voudrais parler tu as choisi aussi de te tourner vers d'autres formats, c'est-à-dire que tu as fait des livres. On voit ici Franco, Franco et moi, et donc celui que je disais tout à l'heure, figure oubliée de la résistance féministe à l'orée du XXe siècle. Il y en a un des deux qui est sold out, donc c'est quelque part ça marche. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup cette autre entre guillemets porte de sortie ou potentielle source de revenus qu'est l'édition? Alors je sais pareil qu'on ne fait pas non plus des millions d'euros en vendant des bouquins de photos, mais c'est quand même une réalité économique de faire du bouquin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Bah ouais, la réalité économique, elle est simple, tu gagnes rien, donc économie nulle. Et non, mais clairement, hein. Enfin, je pense qu'il faut Non, mais faut le dire. Non, les mais photographes qui font des livres ne gagnent pas d'argent avec les livres, c'est clair, c'est net, c'est fait. Il y a, à ma connaissance, enfin, je connais pas personnellement de mon entourage immédiat des photographes connus d'ailleurs ou pas connus qui gagnent de l'argent avec leurs livres. C'est même l'inverse. Ils ont plutôt tendance à en perdre. Donc ça ne marche pas. Ça ne vend pas. Les éditeurs qui les font non plus engrangent pas des sommes mirobolantes. Donc moi je m'interroge actuellement sur l'idée de sortir du cercle photographique dans l'édition pour aller vers des cercles d'édition traditionnels. Donc Scoop, les figures oubliées de la résistance féministe, je suis en train de travailler pour le sortir du réseau photographique et le mettre dans un réseau de distribution non photographique, donc classique, au même titre que les romans. Chose. Donc, c'est-à-dire, quand tu parles de ça, c'est-à-dire c'est potentiellement le retrouver dans une Fnac, dans des trucs comme ça? Ouais, c'est ça. Alors après, la Fnac, ils ont des rayons photographiques. Bien sûr. Hein. On trouve, par exemple, Franco et moi, il était diffusé en Fnac. Donc, pas toutes, mais on trouvait parfois en Fnac. Mais disons que tu te heurtes quand tu fais un livre photo à deux problèmes majeurs. Le problème majeur, c'est que les éditeurs n'ayant pas d'argent, tu ne peux pas faire un gros tirage. Donc, tu te retrouves avec un livre tiré à 3, 4, 500 exemplaires, 1000 exemplaires. Du coup, ça coûte cher de le faire. Du coup, ça coûte cher, donc tu le vends cher. En plus, en général, quand tu fais bien ton boulot, tu soignes l'objet parce qu'on a affaire à un marché de niche qui intéresse des gens qui aiment la photographie, qui aiment l'objet. On est plutôt sur un livre d'art et le livre, par ailleurs, vu qu'il est très peu tiré, il n'est pas très diffusé. Tu ne le trouves pas partout. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas assez. Et les réseaux de distribution photographique sont surtout spécialisés dans des librairies photographiques et qui sont pas nombreuses. Donc, effectivement, il y a assez peu de chances que tu vois ton livre photo chez le libraire du coin. C'est un truc très peu c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein. C'est un truc. T'as pas beaucoup de sous. Du coup, tu peux pas faire beaucoup de tirages. Du coup, tu vas vendre ton livre cher. Du coup, il va y avoir forcément peut-être un peu moins de gens qui vont l'acheter. Et en plus de ça, tu vas pas pouvoir toucher un réseau très très large. Du coup, les gens vont pas pouvoir trop le connaître, etc. Et du coup, enfin, c'est important, je trouve, qu'on parle de ces trucs-là parce que bon, il y a un côté fantasme pour tout photographe de se faire son bouquin et ça y est, je sors mon livre, etc. Et de désacraliser un petit peu ce truc-là parce que souvent, on n'a pas forcément conscience des réalités économiques qu'il y a derrière, qu'il va falloir avancer de l'argent, que tu as plein d'imprimeurs. Ce que tu disais, c'est que bosser pour des faibles tirages, ça les intéresse pas parce que, bon, moi, je suis imprimeur, caler une machine pour peu de tirages, ça les intéresse pas en fait. Si tu leur parles pas en 10 000, en 20 000 ou en 50 000 exemplaires, ils vont dire, mais mec, en fait, va voir ailleurs, quoi. Donc voilà. Donc tu dirais que c'est très précaire, j'imagine, ce côté, le marché de l'édition du bouquin photographique.
Non, mais c'est au-delà de ça, c'est même pas que c'est précaire, c'est que je répète, tu gagnes pas d'argent avec ça. Tu gagnes pas d'argent du tout. Ça n'est pas une option. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu peux faire parce que c'est chouette, parce que voilà, c'est comme tu dis, il y a un fantasme dans l'idée de faire un livre. Moi, comme j'ai 89 ans, je viens de la photographie argentique à l'époque où il n'y avait pas encore l'électricité, ni même Internet, c'est à dire quoi. Et de fait, la photo en tant qu'objet physique, j'y suis très attaché. Si je continue à faire du Polaroid et de l'argentique, c'est aussi pour ça, parce qu'il y a une image physique à la fin, et le livre, pour moi, c'est tout ce qui compte. Mais c'est quand même hyper paradoxal, hein. Bon, après, là, on arrive à la fin de notre débat, mais je trouve ça hyper paradoxal. Tu parles de l'ère du numérique, où tu as des gens qui sont capables de lâcher des centaines de milliers d'euros pour des NFT, qui sont des choses purement virtuelles, voilà, et que à l'inverse, ce que tu disais, un bouquin ou même un beau tirage ou autre, qui va demander plusieurs savoir-faire, des années de travail, des mois de travail, de réflexion, de discussion avec des imprimeurs, avec des éditeurs ou autres, etc., où il y a quand même un vrai truc au final. C'est-à-dire que là, c'est pas du NFT, quoi. Je le touche, ça a une odeur, il me l'a dédicacé. Enfin, il y a quand même un vrai rapport avec l'artiste. C'est complètement, enfin, on s'en fout limite, ça a aucune importance, on passe devant comme si c'était pas grand chose, quoi, sans se rendre compte du travail que c'est, alors que pour un pauvre NFT, le mec, n'importe quel créateur à la con te sort une série de 10 NFT à 500 balles, il va les vendre en 10 minutes, quoi. C'est assez triste, je trouve, cette époque. Moi, je t'invite à faire un café photo avec des éditeurs. Alors, peut-être qu'on sort de Hans Lucas proprement dit, mais des éditeurs photographiques, il y en a quelques-uns. Tu peux faire ça, et eux auront une vision évidemment bien plus précise que la mienne. Bien sûr. Plus réaliste. Mais c'est vrai que je pense que le constat sur la difficulté d'exister en tant qu'éditeur photo, ils le feront parce que c'est compliqué, très compliqué. Bah écoutez, en tout cas, je ne sais pas si Sarah, tu avais un dernier mot à dire. On arrive au bout de ce café photo. Je tenais à vous remercier tous les deux pour votre présence. C'était hyper intéressant d'avoir chacun de vos points de vue sur cette photographie créative. Je mets des guillemets parce que voilà, j'ai compris, j'aime pas trop ce mot-là, mais cette approche un petit peu différente et moins classique de la photographie, de ce qu'on peut voir chez Hans Lucas ou autre. N'hésitez pas, ceux qui nous regardent, à réagir dans les commentaires, à poser vos questions. Vous pouvez suivre Patrick Cockpit sur Instagram, @PatrickCockpit. C'est ça, c'est très compliqué. Voilà. Et Sarah, c'est un petit peu différent. C'est Super Sarah Bou de mémoire sur Instagram. Voilà. Ou sur antsoukas.com. Vous avez leurs espaces. Moi, c'est Laurent Le Crabe. Vous nous retrouvez aussi également sur l'Instagram du studio Antsoukas. Merci beaucoup pour votre présence et à très vite pour un prochain café photo. Merci à toi. Merci. Salut.